Nous allons vous parler de la question de l'inclusion stratégique de l'éducation aux médias dans notre enseignement. Hier, monsieur l'inspecteur général Jean-Louis Durper a évoqué la question d'un enseignement d'éducation aux médias qui serait séparé des autres enseignements. C'est une hypothèse qui a le mérite d'avoir été étudiée, mais qui sans doute ne sera pas retenue. On peut l'espérer du moins, parce que je pense que vous en êtes tous convaincus après les travaux d'hier. L'éducation aux médias peut s'intégrer pleinement dans notre enseignement par une démarche transversale au sein de chaque discipline, peut-être, mais surtout entre les disciplines. Il s'agit d'une démarche de projet qui nous permet de lire, d'écrire, de parler, d'apprendre, de savoir et peut-être d'apprendre à apprendre. Alors cette démarche de projet, on l'a vu, j'espère que vous avez pu soit écouter l'émission de Web Radio qui était faite par les élèves hier, soit y assister en direct ici. On l'a vu mise en œuvre concrètement ici même par des élèves. C'était une émission d'une vingtaine de minutes qui était, pour le moins, une production concrète des élèves. Ils avaient en début de journée un défi à relever, être capables de réaliser une émission complète, de la bâtir, d'en définir la structure, les contenus, être capable d'interviewer des gens divers, soit devant le CRDP, soit à l'intérieur du CRDP, être capable de communiquer, de s'exprimer à l'oral. Et puis nous avions également des intermèdes musicaux réalisés par les élèves eux-mêmes. L'ensemble de ces activités a été défini et construit par les élèves eux-mêmes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans cette démarche, les accompagnateurs étaient de vrais accompagnateurs, des guides, qui ont permis aux élèves, qui ont donné l'occasion aux élèves de penser, non pas seuls, chacun dans leur coin, mais de penser ensemble pour produire une émission dans le cadre d'un travail collaboratif. Et beaucoup de compétences étaient observables dans le produit fini. On pouvait observer bon nombre de connaissances, de capacités, de savoir-faire et d'attitudes. La connaissance du monde médiatique, tout d'abord. Les capacités techniques, également. Il fallait utiliser une table de mixage, tout simplement. Les capacités orales. Leurs prestations orales étaient d'une qualité époustouflante. Leurs prestations musicales. Leur attitude, parce que toute la journée, ils ont été extrêmement volontaires, extrêmement motivés par cette démarche. Et leur autonomie. Ce sont bien eux-mêmes qui ont choisi les contenus. Et Guy Cherki, qui est à côté de moi, en a fait l'expérience parce que certaines questions n'étaient pas prévues et l'interview a été vraiment menée par les élèves avec une part d'improvisation. Et donc, on a pu observer un ensemble de capacités, de savoir, de savoir-faire. On est bien ici dans une démarche qui est une démarche par compétence. Alors cette démarche, elle nous paraît sans doute à tous extrêmement pertinente. Or, il se trouve que quand on va dans les établissements, et c'est notre cas en ce moment parce que nous allons observer les usages du numérique en particulier, on voit très peu ces démarches de projet. Alors pour des raisons de temps, pour des raisons d'organisation scolaire, et souvent l'argument qui revient, c'est la question des programmes. Mais monsieur l'inspecteur, monsieur le délégué académique, il y a les programmes, je dois faire les programmes.
Je n'ai pas le temps de faire d'éducation aux médias et encore moins de faire des projets. Je pense que ce qu'on a pu observer hier dans la réalisation des élèves, c'est que cette démarche permet d'acquérir les contenus des programmes, mais permet également bien plus. Le programme, on peut le rattacher à des procédures, à des savoirs, à des micro-capacités, peut-être à l'adéquation à un modèle de la dissertation, par exemple, qui est un modèle formel, ou, là je pense par exemple au diplôme national du brevet, à une suite de questions très ponctuelles. Je me permettrai une métaphore, celle du GPS. Le GPS nous donne des procédures pour aller d'un endroit à un autre. Tourner à droite, tourner à gauche, rouler tout droit pendant 500 mètres. On va donc d'un point A à un point B, simplement en répondant à des questions très ponctuelles, très procédurales. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais souvent, on peut utiliser le GPS pour aller d'un point A à un point B, ça leur rend bien service, mais il n'empêche que le jour où on n'a plus le GPS, on ne sait pas forcément retrouver le chemin. C'est-à-dire qu'en accumulant les procédures, on n'a pas acquis la compétence qui nous permet d'aller de manière autonome d'un point A à un point B. J'opposerai à cette démarche de procédure la démarche qui serait une démarche de stratégie, celle qu'on utilisait avant les GPS. C'est-à-dire qu'on doit se rendre à un endroit et on va mobiliser ses connaissances et ses savoir-faire. Ces connaissances, c'est peut-être la possibilité de mobiliser une carte, soit-elle numérique ou pas, une simple carte papier. On va également mobiliser ses savoir-faire, simplement lire les panneaux indicateurs. Et puis on peut avoir d'autres ressources, demander de l'aide à quelqu'un, c'est une possibilité qui a le mérite d'engager le dialogue. Dans cette démarche par stratégie, on a une vision globale et on détermine soi-même la façon qui va nous permettre d'atteindre notre but. Eh bien, ce que l'on a vu hier dans cette activité de web radio, c'est cette démarche-là. Plutôt que d'accumuler les procédures, les petits savoir-faire, en pariant que la somme des procédures nous permet d'acquérir une compétence globale, ça d'ailleurs, ça fonctionne très bien et ça a fonctionné pendant des années lorsque nos élèves n'étaient qu'une élite. 1960, 20% d'une classe d'âge au bac, c'est-à-dire que c'était un enseignement d'élite et ce type d'enseignement fonctionnait très bien. Aujourd'hui, nous avons 64% d'une classe d'âge au bac et nous devons d'emmener tous les élèves vers les diplômes. Il ne faut pas oublier que dans chaque classe, quand on rentre dans une classe, il faut se dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 élèves qui seront en situation d'échec. Et pour cela, la stratégie, une démarche qui permet d'être conscient de ce que l'on apprend et qui permet de véritablement s'approprier le savoir, est sans doute une démarche qui sera plus efficace. Donc l'inclusion de l'éducation aux médias dans notre enseignement est sans doute une inclusion qui doit se faire par une démarche de projet. Et elle nous permet de nous adresser à tous les élèves, à la fois les élèves qui, de toute façon, réussiront, quel que soit le modèle que nous leur proposons, mais également les élèves qui sont plus en difficulté. À toi, Guy. Bon. Yael, tu as parlé d'enseignement par compétences et des élèves en difficulté. Je vais essayer de replacer l'éducation aux médias dans une perspective peut-être à la fois pédagogique, mais aussi une perspective plus générale, plus systémique. Compétence, ça rime avec confiance.
Travailler sur les compétences, ce n'est pas un acte pédagogique, c'est un acte de confiance envers l'élève. On a oublié souvent d'avoir confiance en l'élève. Moi, ce qui me plaît, par exemple, dans le numérique, c'est le mot « lien ». Le lien, c'est un terme numérique, lien hypertexte, etc. Mais c'est aussi un terme d'humanisme, c'est le lien des uns envers les autres. Et c'est aussi un terme pédagogique. Combien de fois on entend maintenant qu'on ne fait pas assez de liens des disciplines les unes envers les autres quand on parle d'interdisciplinarité, etc. Donc c'est un mot central, faire du lien. Vous connaissez bien l'expression lien social qui est devenue maintenant une sorte de tarte à la crème du boulga politique. Mais ce mot lien est un mot essentiel parce que c'est un mot polysémique et il faut l'avoir toujours en tête. Lien du professeur avec tous ses élèves, et pas seulement les élèves qui avancent. L'école, elle est en difficulté aujourd'hui. On a parlé des évaluations, d'une école qui fait réussir ceux qui sont déjà en réussite, etc. Mais elle est aussi le reflet de sa société, de la société qui la produit, avec ses peurs. On a peur à l'école. On a peur des parents. On a peur des élèves. On a peur des examens. Dans une académie qui fait réussir au bac général 94 ou 95% des élèves, on a encore peur du bac. Laissez-moi rire. On a peur des programmes. Yael en a parlé. Comment, dans une école de la peur, peut-on faire réussir tous les élèves ? Avec des collèges enfermés dans des grilles, avec quelquefois des caméras de surveillance, quand ce n'est pas des codes pour rentrer. Comment, dans une école de la peur, dans des règlements absurdes, des règlements intérieurs où on met sur le même plan la loi morale, la loi civique et le carnet de correspondance, le fameux carnet de correspondance sur la table, on met tout ça sur le même plan, carnet de correspondance qui est le passeport de l'élève, vos papiers s'il vous plaît. Comment dans une école comme ça on peut faire réussir les élèves, dites-le moi. Donc, il faut refuser cette école qui éloigne une notion fondamentale de l'apprentissage, c'est l'adhésion à l'apprentissage, le plaisir d'apprendre. Je dis bien le plaisir. Il doit y avoir du plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'adhésion. S'il n'y a pas de plaisir, on aura aussi de la violence, on aura du ressentiment. Et l'éducation aux médias est fondamentale dans cette perspective. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas renoncer à des exigences, mais faire partager les exigences par les élèves. L'élève, c'est un sujet, c'est un individu qui a sa vie, qui a ses habitudes, qui a sa pratique autonome des médias. Ça n'est pas un objet sur lequel on va déverser un savoir. L'école de demain, je ne sais pas ce qu'elle sera. On s'interroge tous sur l'école de demain. Mais si on n'admet pas que la posture de l'enseignant et la posture de l'école elle-même doit changer, mais si on ne l'admet pas sereinement, je veux dire, hier, Christian Jacob a rappelé les différentes révolutions du savoir. On vit une révolution du savoir, mais une révolution qui est en même temps une révolution sociale, sociétale, une révolution du partage, d'une certaine forme de partage. Mais si on n'admet pas cette révolution-là, l'école va perdre et son statut et son rôle. Je veux dire, la question du statut du savoir est une question fondamentale. Est une question fondamentale parce que l'école n'est plus dépositaire des savoirs. Les savoirs, les élèves y ont accès ailleurs. Notre école n'est plus une école de la transmission. Notre école, elle doit être une école du guidage, de la guidance, on dit aujourd'hui, Yael, on dit ça comme ça.
Je me souviens du ministre Darcos qui avait dit « l'élève ne doit plus être au centre, ce sont les savoirs qui sont au centre ». Il a dit ça en 2002 ou 2003. Je suis désolé de le contredire, l'école, c'est quand même d'abord les élèves. Hein. Donc, la question de la posture de l'école, d'une école qui doit être on-side, à côté d'eux, et pas in front of, devant, ça, c'est évidemment une transformation fondamentale qui détermine une transformation dans les attitudes des professeurs. Le professeur, ça doit être un guide dans la jungle. Et dans l'éducation aux médias, les médias, aujourd'hui, c'est effectivement une jungle. Et une jungle, c'est un lieu où il y a de magnifiques fleurs, mais qui peuvent être quelquefois carnivores, de jolies bêtes, mais qui peuvent être quelquefois sauvages, violentes. Et donc, il faut quelqu'un qui connaisse cette jungle pour guider les élèves. Les guider, c'est-à-dire les faire rentrer en même temps dans la jungle. Et pas seulement leur indiquer par des panneaux indicateurs « Attention, père, gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche ». Il faut d'abord qu'on entre avec, être avec. Or, c'est ce qui gêne beaucoup de professeurs dans l'éducation aux médias. C'est qu'ils ont l'impression que, notamment en ce qui concerne les médias numériques, les élèves en savent plus qu'eux. Et donc, ils ont peur d'être déstabilisés par le savoir des élèves. Mais je me dis, mais quelle chance si les élèves en savent plus que moi. Quelle chance d'apprendre de mes élèves. C'est une chance extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'on apprend aussi ensemble. Hier, Yael a parlé de la web radio, qui était effectivement un exemple extraordinaire d'autonomie. Mais moi, j'ai assisté à un atelier, l'atelier sur le projet Ivoix, où on avait des élèves qui étaient, alors on va dire en langage pédagogique, qui étaient acteurs de leur apprentissage. C'est-à-dire, ils se sentaient pas acteurs de leur apprentissage, ils vivaient. Ils vivaient avec les textes qu'ils créaient, qu'ils lisaient, qu'ils apprenaient, dans lesquels ils entraient. Cette vie, c'est ça moi qui m'a frappé, et cette satisfaction et des élèves visibles et du professeur, qui apprenait en même temps de ses élèves, qui apprenait leurs compétences et qui se désolait de voir une élève qui avait écrit un texte merveilleux et qui avait 8 en dissertation. C'est dire que la langue française est centrale dans l'éducation aux médias, alors que la discipline française, elle est en difficulté en ce moment. On ne sait plus comment apprendre la langue, on ne sait plus non plus comment faire adhérer les élèves à la littérature. Et bien souvent, on nous oppose effectivement les programmes. Les programmes parce que les programmes seraient une obligation. Les programmes, vus sous l'angle formel, une dissertation, c'est d'abord une introduction en 3 parties, etc., etc. Alors que la dissertation, alors que les exercices scolaires proposés, notamment dans notre discipline, n'ont pour certains plus aucun sens par rapport aux pratiques d'écriture des élèves. Des pratiques d'écriture qui ont été justement complètement révolutionnées par les médias. Et on voudrait considérer et ignorer ces pratiques d'écriture générales pour imposer des pratiques d'écriture simplement finalisées à elles-mêmes. Je comprends que, dans ce sens, l'éducation aux médias soit perçue par beaucoup comme une menace. Parce que, chère Yael, l'éducation aux médias, tu le sais comme moi, fait partie des programmes du lycée en français. Et elle pose beaucoup de problèmes aux collègues qui ne savent pas quoi en faire et donc qui, la plupart du temps, n'en font rien.
Et pourtant, elle est dans les programmes. Comme quoi, les programmes, quelquefois, on peut aussi s'asseoir dessus. Quand ils ne servent pas votre idée préconçue des programmes. Alors, pour moi, l'éducation aux médias n'est pas une menace. C'est au contraire un espoir. Un espoir contre les programmes qui ne correspondent plus tels qu'ils sont à la réalité de l'école d'aujourd'hui et à la réalité de la société aujourd'hui. On ne peut pas programmer des savoirs. Aujourd'hui, c'est plus possible. Elle est aussi une menace contre la structuration en discipline. Et on sait bien que la question de la discipline, Jean-Louis Durper l'a redit hier, est ici une question fondamentale. Donc, c'est vraiment... On est dans un processus de transformation profond et vous allez aujourd'hui, je crois, notamment parler de violence à l'école. C'est très bien, c'est un problème la violence à l'école, mais posons-nous d'abord des questions sur nous-mêmes. De quoi naît la violence ? Elle naît d'une impasse sociale, elle naît aussi d'une impasse intellectuelle. Elle naît de l'impression d'être dans une salle sans mur, dans une salle sans fenêtre, sans issue, avec des murs partout. Impression que certains de nos élèves ont quand ils sont à l'école. Je voudrais, en bon littéraire qui prend acte que Candide est un texte étudié par 88% des lycées, revenir sur la conclusion de Candide. La conclusion de Candide, c'est que quand on est heureux au travail, on produit plus. On n'est pas heureux au travail dans notre école. Il y a de l'angoisse partout. Alors qu'il faudrait aller de l'avant, être en marche. Je vous rappelle, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. C'est Voltaire, tout à l'heure je citerai Rousseau. Ah oui, je suis un fidèle des Lumières. Mais le travail éloigne de nous le vice. Quand on travaille bien, on n'est pas violent. Alors, posons-nous la question, où est la violence à l'école quand 160 000 élèves en sortent chaque année sans diplôme ou la fuient ou décrochent? Où est la violence? Où est la violence à l'école quand un élève de collège dit, je l'ai vu à la caméra, non, je n'existe pas? Où est la violence à l'école quand on entend ce que j'ai entendu de mes propres oreilles la semaine dernière, un chef d'établissement parlait des élèves en difficulté comme des coquins, ou un professeur parlait de ces mêmes élèves en difficulté comme des déviants? Où est la violence? Où est la violence quand on entend encore des enseignants vous dire « je ne sais pas ce que font ces élèves ici ». Ils sont là, les élèves. Et il faut en tenir compte. Non seulement il faut en tenir compte, mais il faut travailler avec eux. Il faut les regarder. Il faut les faire exister. Il faut faire exister les individus. Et ça, l'éducation aux médias nous y aide, parce que les médias aujourd'hui sont des médias utilisés par l'individu. Il faut que l'école soit présente là-dedans, dans cette forêt. Alors, on va parler de violence à l'école. Moi, je préférerais parler de violence de l'école pour certains. Alors, je terminerai en parlant de Rousseau, en citant Rousseau. Il en coûte peu de prescrire l'impossible quand on se dispense de le pratiquer.